Hop, bon, on va commencer la réunion. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans cette réunion 1 heure pour tout savoir de ce jeudi 13 janvier 2022. Alors c'est la première de l'année. Alors nous tenons tout d'abord à vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022. Donc je parle de la part de tous les agents du centre de gestion des Vosges. Je vous rappelle que cette réunion, elle est enregistrée. La vidéo de rediffusion, elle sera bien sûr disponible très rapidement sur notre chaîne YouTube, donc CDG 88 TV, et je vous enverrai le lien via notre newsletter hebdomadaire du vendredi matin, comme d'habitude, avec les éventuels supports qui seront utilisés lors de cette visioconférence. Alors vos micros à part, aux participants donc sont coupés et je vous invite à poser vos questions à n'importe quel moment de la réunion via le chat de LifeSize, donc il se trouve sur la droite de la page, les petites bulles de conversation. Alors nous lirons toutes les questions et nous y répondrons au fur et à mesure des ateliers, généralement à la fin de chaque intervention. Par contre, si vous avez des questions alors qu'une autre intervention a commencé, n'hésitez pareil, surtout pas, on reste sur le qui-vive pour répondre vraiment à toutes vos interrogations. Alors, à l'ordre du jour de cette première de l'année, donc nous avons pas mal d'actualités diverses à vous faire part, notamment de l'assurance statutaire, de la protection sociale complémentaire, un peu de ligne directrice de gestion, des élections professionnelles, et puis des informations nous provenant également du CNFPT, ainsi que nos formulaires des référents thématiques. Il y aura aussi de l'actualité Covid-19, une grosse actualité notamment sur la revalorisation des carrières de catégorie C et la modification pour la catégorie B. Le pôle carrière et instance paritaire prendra en charge cette partie-là. Et enfin, je laisserai la parole donc à David Lambolès, donc qui nous fera un point sur la mise à jour de la convention des missions temporaires. Donc voilà, on commence donc avec nos nombreuses actualités diverses. Je laisse donc tout d'abord la parole à Sophie Géla, donc pour l'assurance statutaire. À toi, Sophie. Bonjour à tous. Donc un petit mot pour les collectivités adhérentes au contrat groupe d'assurance statutaire en 2021. Donc il vous reste 2 jours pour déclarer vos bases de l'assurance sur Agir. Donc je précise que jusqu'ici nos relances que vous avez pu recevoir par mail et par newsletter ne sont pas ciblées. Donc si vous avez déjà fait votre déclaration, il ne faut pas tenir compte de nos relances. Donc, voilà pour les bases de l'assurance. Maintenant, en ce qui concerne l'actualité statutaire qui peut avoir un impact sur votre assurance, vous avez été informé en début du mois des prises en charge décidées par CNP. Donc pour le congé paternité, la prise en charge par l'assureur se fait bien à partir du 1er juillet 2021. Pour les temps partiels thérapeutiques qui sont pris en suivant les nouvelles dispositions du décret du 8 novembre 2021, CNP Assurance prend en charge qu'à partir du 1er janvier 2022. Donc pour ces deux évolutions, il n'y a pas d'impact sur votre cotisation d'assurance statutaire en 2022. Maintenant, en ce qui concerne le capital d'essai, donc pour rappel, les modalités de calcul ont été modifiées pour l'année 2021. Donc CNP Assurance proposait de prendre en charge à 100%, mais en doublant le taux de cotisation de la garantie capital d'essai. Donc nous avions alors décidé l'année dernière de ne pas suivre l'assureur. Donc c'est pourquoi le remboursement d'un capital d'essai en 2021 était limité à la base forfaitaire habituelle. Donc sur 2022, il semblerait que la réglementation qui devait être provisoire sur 2021 soit prolongée avant d'être pérennisée. Donc là, on est en fait en ce moment en attente du décret d'application. Et donc à partir du moment où le décret va paraître, nous communiquerons auprès de vous par rapport à la prise en charge de CNP sur 2022 qu'on ne connaît pas encore actuellement. Voilà. Merci Sophie. Donc pareil, hein, donc si vous avez la moindre question donc à ces sujets-là, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va continuer. Je laisse la parole à présent à Aline Aubert donc pour de la protection sociale complémentaire, donc sur la participation obligatoire des employeurs, ainsi que le prochain comité de pilotage PSC. Bonjour à tous.
Alors donc moi, je tiens à vous informer que dans le cadre de l'ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, un modèle de débat ainsi qu'une annexe au débat où figurent des éléments d'information pour construire votre débat sont disponibles sur notre site CDG+, dans les actualités. Ces éléments ont également été envoyés par newsletter ce jour aux référents prévoyance et santé. Et ils seront également envoyés par courrier à l'ensemble des collectivités vosgiennes la semaine prochaine. Je vous rappelle que normalement, vous devez débattre avant le 18 février et qu'il s'agit bien d'un débat, donc vous n'avez pas besoin de délibération. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question suite à la réception de ce débat et de cette annexe. On est là pour vous aider à remplir voilà, ce fameux document. Et je voulais également vous informer que le prochain comité de pilotage des contrats groupe prévoyance, maintien de salaire et mutuelle santé pour l'année 2020 se tiendra le mardi 25 janvier. Un compte rendu vous sera envoyé suite à la réunion par mail et sera disponible également sur notre site CDG+. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et reste à votre disposition si besoin. Merci beaucoup. Non, pareil, on continue. À présent, on va faire un petit peu d'actualité carrière. Je laisse la parole donc à Émilie Carme pour les lignes directrices de gestion. À tous pour cette nouvelle année. Donc moi, juste un petit mot concernant la promotion 2022. Donc, il convient tout d'abord en amont d'établir vos lignes directrices de gestion intégrales cette fois. Donc, une application mise en place par le CDG 88 est disponible via un portail afin de vous faciliter la mise en place des LDG dans vos collectivités. Pour les collectivités qui ont en 2021 établi des LDG allégés, donc il convient d'établir maintenant vos LDG intégrales et finales via cette application ou pas, ou autre. Les LDG allégés n'étaient valables, je le rappelle, que pour la période transitoire de 2021 afin de ne pas pénaliser donc, les agents dans leur promotion. Je vous rappelle également que la mise en place des LDG dans votre collectivité est obligatoire et conditionne la possibilité de proposer les agents à l'avancement de grade ou à la promotion interne notamment. Donc l'ensemble des documents, donc il y a la notice, le lien d'accès au portail d'application, sont disponibles sur le site CDG 88 dans l'onglet Carrière instance paritaire, puis dans le menu sommaire LDG, ou tout simplement vous tapez ligne directrice de gestion sur la barre de recherche du site et vous tomberez sur l'article. Donc, vos projets de ligne directrice de gestion doivent être soumis à l'avis du comité technique avant d'établir vos arrêtés. Donc, vous avez la possibilité de saisir le CT du 3 février prochain, qui normalement est un CT extraordinaire. Donc, la date limite des saisines, c'est le 20 janvier. Donc, c'est uniquement pour les LDG pour cette séance. Sinon, il y a un autre comité technique qui se déroulera le 15 mars 2022 avec une date cette fois limite des saisines fixée au 22 février. Donc, une fois que vos lignes directrices de gestion sont fixées par arrêté après avis du CT, vous pourrez prendre en charge la promotion de vos agents. Donc la campagne d'avancement de grade, elle sera lancée courant février car il faut que le logiciel Agir soit mis à jour, donc suite aux nouveautés qui vont vous être présentées par le service carrière. En effet, actuellement, la liste des promouvables pour l'année 2022 est erronée et nous avons donc temporairement fermé le module d'accès à l'avancement de grade sur Agir dans l'attente de cette mise à jour. Donc, n'essayez pas d'aller regarder dans le logiciel Agir la liste des promouvables pour l'instant pour 2022 car vous n'avez pas encore accès au module. Et vous serez donc informé du lancement de cette procédure d'avancement de grade par newsletter, comme d'habitude. Dans l'attente, vous pouvez d'ores et déjà créer par délibération les futurs postes pour les futurs grades connus et ainsi vous pourrez procéder à la nomination rétroactive de vos agents qui rempliraient les conditions d'avancement au 1er janvier 2022 pour ne pas vous bloquer. Concernant la campagne de promotion interne, donc nous sommes actuellement en train de recenser le nombre de postes ouverts à ce titre pour l'année 2022. Donc le lancement s'effectuera également courant février avec peut-être une spécificité l'année-ci. La transmission de vos propositions, on ne sait pas encore, de promotion, enfin de dossier de promotion interne via le logiciel Agir, mais on vous tiendra informé. Donc il convient donc dans l'attente de mettre à jour la carrière de vos agents déjà initialement sur le logiciel et notamment tout ce qui concerne la partie diplôme, formation, préparation au concours,
concours, examen obtenu. Donc ça, vous pouvez mettre à jour la fiche de vos agents. Vous pouvez déjà le faire sur le logiciel Agir. Donc dans la fiche individuelle de vos agents, il y a l'onglet formation et vous pouvez déjà commencer à remplir voilà, tous les diplômes et autres et compléter la fiche en vue des dossiers de promotion interne si jamais ça se fait via le logiciel Agir. Donc voilà pour les actualités dans l'attente des futures newsletters et du lancement des promotions pour 2022. Voilà, bon après-midi. Émilie, s'il y a la moindre question, vous n'hésitez surtout pas dans le chat. Je les lis toutes et je les fais passer à mes collègues. Brigitte Wadener avait également une information à vous donner au sujet des élections professionnelles 2022. Je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, un petit rappel, on vous avait annoncé au mois de décembre 2021 qu'on reviendrait vers vous courant janvier 2022 pour la vérification ultime des effectifs en vue de la préparation des élections professionnelles donc, qui auront lieu au mois de décembre 2022. Donc, on vous a déjà demandé de vérifier vos effectifs, de nous renvoyer les actes manquants. Donc, il y a déjà une partie qui a été faite, mais nous en recevons encore aujourd'hui et puis je pense qu'on en recevra encore les jours prochains. Donc, je pense que durant la dernière semaine de janvier, nous vous solliciterons à nouveau pour vérifier ces listes d'effectifs pour chaque scrutin, les CAP, les CCP et le comité social territorial, donc le nouveau CST qui remplacera le comité technique. Voilà. Donc, soyez vigilants pour aussi procéder à cette vérification fin du mois de janvier. Voilà. Merci d'avance. Merci beaucoup. Alors de mon côté, j'ai aussi quelques informations à vous faire passer. Alors tout d'abord du CNFPT, donc ils nous informent en fait qu'ils ont des réunions, des rencontres qu'ils organisent en webinaire, donc organisées du coup avec des codes IEL. Donc une le 26 janvier 2022 de 9h à midi et une le 31 janvier 2022 de 13h30 à 16h30. Donc ce sont des moments d'échange avec le CNFPT sur leur offre, leur catalogue de formation. Ils ont encore très peu d'inscrits pour le moment, donc c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de vous en parler. Donc les codes, etc., je vous mets tout dans le chat de conversation. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Également, nous allons relancer prochainement notre campagne des formulaires de vos référents thématiques. Alors, vous aviez été nombreux à les référencer. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Nous allons juste donc mettre à jour des nouveaux arrivants ou des départs de vos agents. C'est très très rapide donc à mettre à jour. Les saisies ont été faites l'an dernier, donc vous n'aurez pas du tout à tout recommencer. Ce sera juste revérifier que toutes les informations pour 2022 sont encore justes. Voilà. Donc, au niveau des actualités diverses, on a terminé. On va commencer avec l'actualité Covid-19 avec Venezio Viac. C'est à toi. Bonjour à tous. Alors l'actualité Covid aujourd'hui, elle va être très rapide, puisque vous le savez, on est dans l'attente du vote final de la loi sur l'obligation vaccinale qui va remplacer le pass sanitaire, enfin de pass vaccinal qui va remplacer le pass sanitaire. Donc on verra ce que ça peut changer pour les agents qui y sont soumis. En attendant, l'actualité, elle est visible directement sur notre site. Donc tout de suite, vous avez sur la droite, sur le 88 CDG+, vous avez un petit encadré rouge concernant la Covid et nous, on a mis à jour le tableau de position des agents. Donc, que faire quand un agent est cas contact, quand il est positif, s'il est vacciné, pas vacciné, s'il doit garder ses enfants parce que leur école ferme, parce qu'ils sont cas contact ou positifs. Et à côté de ça, on a eu des informations sur le jour de carence, donc qui sera bien maintenu pour le moment jusqu'au 31 décembre 2022, sauf décret contraire qui viendrait préciser une date antérieure. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a la moindre question, donc dans le chat, pour l'instant, il n'y en a pas. N'hésitez surtout pas, même pour des interventions qui sont déjà terminées. Alors, on va passer maintenant au gros de cette réunion. Je pense que vous êtes nombreux à venir pour cette information. Donc, la revalorisation des carrières de catégorie C, ainsi que la modification pour la catégorie B. Donc, pour ça, je laisse la parole à Sandy Fellman, ainsi qu'à Séverine Godnir. N'hésitez surtout pas à leur poser des questions. On sait que c'est un sujet qui est vraiment très d'actualité et très important. Allez-y. Alors, je vais commencer. Bonjour à tous.
Donc, je vais vous parler de la nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C à compter du 1er janvier 2022. Alors, le gouvernement a effectué plusieurs revalorisations concernant la rémunération des agents au cours de ces derniers mois, avec notamment les alignements de l'indice minimum sur le SMIC, donc au 1er octobre 2021 et également donc au 1er janvier 2022. Au 1er janvier 2022, le gouvernement poursuit ses mesures à l'égard des agents publics les plus faiblement rémunérés, en opérant notamment un reclassement et une revalorisation massive des agents de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Donc, afin d'orchestrer ces mesures, deux décrets ont été publiés au journal officiel du 24 décembre 2021, modifiant l'organisation des carrières ainsi que les échelles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C. Excusez-moi, donc 2 décrets sont sortis, donc comme je disais, au journal officiel. Donc le premier décret, c'est le numéro 2021-1818 du 24 décembre 2021, modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle. Le deuxième décret, le numéro 2021-1819, toujours du 24 décembre 2021, modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Donc maintenant, le cadre étant posé, nous allons voir donc maintenant l'application de ces nouveaux décrets. Donc concernant la nouvelle organisation des carrières de l'échelle de rémunération C1, donc je vais vous partager mon écran, comme ça vous pourrez voir également les nouvelles échelles de rémunération, ça sera un peu plus parlant. Donc, je partage. Je partage et j'espère que c'est bon. C'est tout bon, on voit un tableau. C'est tout bon? Super, merci. Donc, dans un premier temps, nous aurons un reclassement des échelles de rémunération C1. Donc, il faudra se référer au tableau de correspondance, donc celui-ci que vous trouverez à la page 3 de la notice donc, qui est jointe sur le site du centre de gestion. La nouvelle échelle de rémunération donc, qui est jointe, comme je vous l'ai dit, donc, au site du centre de gestion. Ensuite, vous trouverez la nouvelle échelle de rémunération C1 à la page 5. Donc, vous remarquerez qu'il y a donc qu'il y a toujours, excusez-moi, 3 échelons en dessous donc de l'indice majoré 343 et tous les indices de tous les échelons sont modifiés dans cette échelle. On remarque également donc que la durée de carrière a diminué. Hein, donc de l'échelon 1 à l'échelon 6, donc on n'a plus qu'1 an pour pouvoir avancer d'échelon. Et jusqu'à l'échelon 8, donc après ça sera 3 ans et 4 ans. On remarque également que cette échelle donc comporte 11 échelons et auparavant elle en avait 12. Donc ça c'est la petite nouveauté, la petite grosse nouveauté. Ensuite, après le reclassement, donc on appliquera une bonification d'ancienneté exceptionnelle. Et cette bonification pourra éventuellement générer un avancement d'échelon. Il faut faire attention, donc être très vigilant. Il faut donc opérer au reclassement avant de procéder à la bonification. Donc ça, c'est pour l'échelle C1. Donc maintenant, je vais vous présenter la nouvelle organisation des carrières de l'échelle de rémunération C2. Donc je vous mets le tableau. Donc ça, c'est le tableau de correspondance que vous trouverez donc dans la notice à la page 7 et la nouvelle échelle indiciaire qui se trouve à la page 8. Donc il faudra également se référer donc au tableau de correspondance et à la nouvelle échelle de rémunération. Vous pouvez remarquer qu'il y a toujours donc un échelon qui est en dessous, donc le premier échelon qui est toujours en dessous de l'indice majoré 343. Et dans un deuxième temps, on appliquera toujours donc une bonification, dans ce cas-là, d'ancienneté exceptionnelle. Donc pareil, idem, faire bien attention de procéder toujours au reclassement avant la bonification. Et la bonification permet également à certains agents de pouvoir avancer d'un échelon. Ensuite, nous allons procéder voir l'échelle de rémunération de la rémunération des agents de l'échelle C3. Donc ici, nous verrons une revalorisation de 2 premiers échelons. Nous ne procéderons pas ici à un reclassement.
Par contre, on appliquera bien la bonification d'ancienneté exceptionnelle. Et donc, cette bonification permettra peut-être également à certains agents de pouvoir avancer d'un échelon supérieur. Donc, je vous laisserai quand même bien vous imprégner de cette note et de revenir vraiment vers nous si toutefois ça reste toujours un peu obscur pour vous. Après, c'est pas forcément évident de tout digérer, de tout appliquer, de tout comprendre. Ça, on le comprend tout à fait. Ensuite, donc je vais vous parler de la nouvelle organisation des carrières du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux. Donc là, pareil, je vous le partage toujours. Donc il y a toujours un tableau de correspondance. Là, au niveau de l'ancienne situation et de la nouvelle situation, donc vous verrez que les échelons ne changent pas. Par contre, le reliquat d'ancienneté est à prendre en considération. Et là, il n'y a pas de reclassement à proprement dit, à part faire attention au reliquat d'ancienneté, et on appliquera une bonification d'ancienneté exceptionnelle. Donc, on verra sur l'échelle des agents de maîtrise qu'il y a bien une revalorisation des indices bruts et des indices majorés, donc de l'échelon 1 à l'échelon 5, et la durée de carrière pour pouvoir avancer d'échelon a diminué également. Les agents de maîtrise principaux ensuite, donc les agents de maîtrise principaux bénéficient seulement eux d'une bonification d'ancienneté. Cependant, il y a quand même une revalorisation au niveau de l'échelon 1 à l'échelon 2. Et donc toujours cette bonification d'ancienneté, on doit faire attention qu'elle peut permettre donc aux agents de pouvoir d'avancer d'un échelon supérieur. Donc la nouvelle organisation maintenant de carrière des cadres d'emploi des agents de la police municipale. Donc seront concernés donc les brigadiers chefs principaux et les chefs de police municipaux. Donc là, on voit qu'il y a effectivement de l'échelon 1 à l'échelon 2 une revalorisation donc de ces échelons. Que ce soit pour les brigadiers chefs principaux et également pour les chefs de police municipaux. Ils bénéficieront d'une bonification exceptionnelle d'ancienneté. Par contre, il n'y a pas de reclassement. Je vais vous parler maintenant des cas particuliers. Alors, je peux maintenant repartager mon écran. Il faut juste que je le retrouve. Bon, je le retrouve aussi. Hop. Je vais continuer comme ça, tant pis. Donc, les fonctionnaires stagiaires, au 1er janvier 2022, bénéficieront d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle. Cependant, Séverine, ouais. je te coupe juste puisqu'on ne voit plus le tableau à présent. Ouais, alors j'essaye de mettre ma tête. Ah bah il suffit de recliquer, voilà, c'est tout bon. C'est tout bon? Ok. Voilà, donc les fonctionnaires stagiaires au 1er janvier 2022 bénéficieront d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle. Cependant, les fonctionnaires nommés stagiaires après le 1er janvier 2022 ne pourront pas en bénéficier. Les agents en disponibilité ou en congé parental, donc pour eux, il conviendra d'opérer au reclassement et à la bonification de la même façon que pour les agents en activité. Par contre, pour ces deux situations, une attention particulière sur les reliquats d'ancienneté doit être réalisée. Vous pouvez donc dès à présent télécharger les arrêtés de vos agents fonctionnaires et titulaires, donc exclusivement, pour le reclassement, les revalorisations indiciaires et l'attribution de la bonification d'ancienneté exceptionnelle, donc à partir du logiciel Agir. Donc la procédure, elle est à retrouver également sur la notice disponible sur le site du centre de gestion. Pour finir, donc les agents contractuels peuvent également bénéficier de cette nouvelle organisation de carrière, donc des agents de catégorie C. Il appartiendra cependant à chaque employeur de reclasser ou non ses agents contractuels de droit public dans les nouvelles grilles indiciaires. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Madame Fellman qui va poursuivre sur la mise en œuvre des mesures de Ségur de la santé et de la fonction publique territoriale. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous. Donc, plusieurs décrets ont été publiés le 30 décembre 2021 avec une application à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du Ségur de la santé
dans la fonction publique territoriale. Donc on a au 1er janvier 2022 deux nouveaux cadres d'emploi qui sont créés. Donc le décret 2021-1882 du 29 décembre 2021 crée le nouveau cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret numéro 2021-1881, pareil, du 29 décembre 2021, crée le nouveau cadre d'emploi des aides-soignants territoriaux. Ces deux nouveaux cadres d'emploi relèvent désormais de la catégorie hiérarchique B. Donc pour le cadre d'emploi des aides-soignants territoriaux, donc les auxiliaires de soins territoriaux de catégorie C, qui sont régis par le décret numéro 92-866 du 28 août 1992 et qui relèvent de la spécialité aide-soignant, sont intégrés et reclassés dans le nouveau cadre d'emploi des aides-soignants territoriaux de catégorie B au 1er janvier 2022. Donc ce nouveau cadre d'emploi comprend 2 grades, les aides-soignants de classe normale qui comporte 12 échelons et l'aide-soignant de classe supérieure qui comporte 11 échelons. Les auxiliaires de soins qui relèvent des spécialités d'aide médico-psychologique et d'assistant dentaire ne sont pas concernés par ce nouveau cadre d'emploi et relèvent toujours du décret de catégorie C numéro 92-866. Concernant le nouveau cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux, donc les auxiliaires de puériculture territoriaux de catégorie C, qui étaient régis par le décret numéro 92-865 du 28 août 1992, sont intégrés et reclassés dans le nouveau cadre d'emploi. Alors ils se nomment pareil, auxiliaires de puériculture territoriaux, mais ils relèvent désormais de la catégorie hiérarchique B. Donc ce nouveau cadre d'emploi comporte également 2 grades, auxiliaire de puériculture de classe normale avec 12 échelons et auxiliaire de puériculture de classe supérieure avec 11 échelons. Donc il y a plusieurs similitudes entre ces deux nouveaux cadres d'emploi. Tout d'abord, les conditions d'intégration et de reclassement de ces deux nouveaux cadres d'emploi sont prévues dans les décrets dans chacun des décrets avec un tableau de correspondance en fonction des grades actuels et des nouveaux grades. Les premiers grades de ces deux cadres d'emploi, donc aide-soignant de classe normale et auxiliaire de puériculture de classe normale, sont accessibles par concours. Et pour s'inscrire au concours, il y a un diplôme qui correspondant à chaque spécialité qui est demandé. Pour ces deux nouveaux cadres d'emploi, la reprise des services antérieurs doit être présentée dans un délai de 6 mois, avec les pièces justificatives nécessaires. Précédemment, c'était souvent 1 an pour la reprise des services antérieurs. Le reclassement dans ces nouveaux cadres d'emploi doit être également effectué pour les agents qui sont détachés dans les anciens grades et pour les agents qui sont stagiaires à la date du 1er janvier 2022. Pour les agents qui étaient lauréats des concours sur les anciens grades, ils seront nommés stagiaires dans les nouveaux grades de classe normale. Le décret ne vise aucune disposition concernant les agents contractuels, donc il conviendra à chaque autorité territoriale d'appliquer ou non les reclassements dans les nouveaux cadres d'emploi. Les reclassements des agents de catégorie C qui ont été présentés par Séverine juste avant ne s'appliquent pas à ces nouveaux cadres d'emploi. Donc on ne va pas reclasser les agents avant de les intégrer directement dans les nouveaux cadres d'emploi. Sauf bien évidemment les spécialités aide médico-psychologique et assistant dentaire qui vont bien être classées comme indiqué précédemment. Donc il y a une note qui va être rédigée, qui va bientôt paraître sur le site du centre de gestion pour l'intégration de ces grades de C à B. On a également une modification statutaire relative à certains cadres d'emploi de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Donc le décret numéro 2021-1879 du 28 décembre 2021 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 modifie les dispositions statutaires relatives au cadre d'emploi de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en fusionnant les 2 classes du premier grade de chaque emploi concerné et en faisant bénéficier les intéressés de nouvelles modalités de carrière plus proches des cadres d'emploi à type. Alors ça concerne certains cadres d'emploi, les infirmiers territoriaux en soins généraux, les puéricultrices territoriales de 2014, les cadres territoriaux de santé paramédicaux, les pédicures podologues
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux, les masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux. Donc ce décret 2021-1879 modifie le nombre et la durée des échelons des grades des cadres d'emploi concernés et fixe les nouvelles modalités d'avancement et de classement à la suite d'un avancement de grade. Il y a également de nouvelles modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière. Des modifications sont également réalisées pour plusieurs cadres d'emploi en voie d'extinction. C'est le cas pour le cadre d'emploi des infirmiers territoriaux de catégorie B, cadre d'emploi en voie d'extinction, avec la modification du nombre et de la durée des échelons du grade d'infirmier de classe supérieure au 1er janvier 2022. Il y a également des modifications pour 3 cadres d'emploi de catégorie A en voie d'extinction, les puéricultrices cadres territoriaux de santé, les puéricultrices territoriales de 1992, les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. Pour ces 3 cadres d'emploi en voie d'extinction, le nombre et la durée des échelons des grades ont également été modifiés. Les grilles indiciaires, elles ont également été revalorisées. Donc, pour ces agents de catégorie A et B, les arrêtés n'ont pas encore été générés dans Agir, donc ils devraient être générés la semaine prochaine normalement, et une note sera également disponible sur le site du CDG 88. Alors, je voulais juste faire une petite précision. Du fait du nombre important d'arrêtés qui ont été générés, on prendra peut-être, il y aura peut-être des délais supplémentaires dans le traitement des arrêtés, donc pour ne pas que vous nous les envoyiez 2 fois, ou on aura un petit peu des délais sur le traitement en tout cas. Voilà. Ok, ça marche, merci beaucoup. Donc, il y a déjà pas mal de questions qui ont été répondues et il y en a encore pas mal. Donc, soyez prêtes. Alors, la première question, un agent technique principal doit bénéficier d'une promotion interne au grade d'agent de maîtrise. Est-il judicieux de procéder d'abord à sa promotion interne ou d'abord au reclassement? Si c'est au 1er janvier 2022, on fera déjà d'abord le reclassement et ensuite la promotion interne. Ok, ça marche. Alors, je pense que là, ensuite, on parle de la note, page 16. Il est indiqué, il semble que les fonctionnaires stagiaires nommés à la date du 1er janvier 2020 doivent également bénéficier de l'année de bonification. Ah oui, je crois que cette question a déjà été répondue. Ouais, j'ai répondu Ouais, par effectivement Séverine. par chat. Ouais. Ok. Donc, oui, donc alors. effectivement, donc la bonification s'appliquera aux stagiaires du 1er janvier 2022. Ok, très bien. La spécialité aide-soignant dépend des fonctions exercées par l'agent ou du diplôme de l'agent. Alors normalement, pour avoir la spécialité aide-soignante quand on était auxiliaire de soins, on devait avoir le diplôme. Donc normalement, le transfert devrait être le même. Ok, ça marche. On nous demande aussi s'il n'y a pas encore de cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture avec diplôme, mais sans concours en catégorie C. Non, c'est avec un concours pour être auxiliaire de puériculture. Il n'y a pas de catégorie C comme un adjoint administratif sans concours pour le moment. Ok. Et puis, y a-t-il encore d'autres questions? Oui. Alors, pourquoi un agent à l'échelon 9 est reclassé à l'échelon 8 d'après le modèle d'arrêté qu'on a déposé sur notre site internet? Alors, c'est pareil. Ah bah vas-y, comme tu veux. J'y vais? Bah, vas-y. Ok. Ça dépend effectivement. Un agent qui est à l'échelon 9, après tout dépend de l'échelle, si c'est C1, C2 ou C3. Mais avec la nouvelle organisation, un agent à l'échelon 9 peut se retrouver à un échelon 8 avec le reclassement. Et ensuite, avec la bonification, il peut éventuellement pourra repasser à l'échelon 9. Après, ça dépend de l'agent. Il faudrait, pour pouvoir y répondre vraiment précisément, il faudrait le nom de l'agent. Dans tous les cas, même si on redescend d'échelon, l'indice, on ne va pas redescendre d'indice. C'est une correspondance entre les grilles, mais on ne redescend pas d'indice. Et la question, je pense que c'est à peu près la même chose, mais à l'inverse, pourquoi un agent qui était à l'échelon 5 passe à l'échelon 6 pour le reclassement et repasse à l'échelon 6? Je ne sais pas s'il y a une erreur, car il a un avancement d'échelon au 1er janvier 2022.
Ouais, effectivement, je pense que ça doit être un peu le même cas de figure que Ouais, celui ça qui pas passe à pareil. l'échelon 7, 8 et passe à l'échelon 7. C'est avec donc la nouvelle règle de reclassement. Donc effectivement, si on est à l'échelon 6 par exemple, on passe à l'échelon 5. Donc tout dépend pareil de l'échelle. Si c'est C1, C2 ou C3, parce qu'il faut bien se référer donc au tableau de correspondance. Et donc on peut baisser d'un échelon et ensuite avec la bonification, pareil, avancer d'un autre échelon. Maintenant, tout ça, effectivement, comme le disait Sandy, il n'y a vraiment pas il doit pas y avoir de baisse au niveau de la rémunération. Mais c'est pareil, après, pour y répondre, c'est mieux avec le nom de l'agent, et après également, on vous invite déjà de vous imprégner de cette note. Et je pense qu'avec cette note, vous comprendrez pourquoi l'agent rétrograde et après avance d'échelon. Mhm. Voilà, mais on Alors, reste quand même disponible, il n'y a pas de souci. ça marche. Alors, il y a encore quelques questions auxquelles on va pouvoir répondre, mais peut-être pas toutes. Alors, on nous demande de repréciser peut-être l'ordre de la prise des arrêtés. Avancement, puis reclassement et enfin bonification. C'est bien, c'est ce qu'on nous demande? C'est bien ça? Ou c'est peut-être un Non, autre ordre? c'est Non. reclassement plus bonification et ensuite éventuellement un avancement d'échelon. Ok, d'accord, ça marche. Peut-être le réécrire dans le chat pour être sûr à 100% ça. Alors, il y a une question qui semblait concernant la saisie des contrats. Il peut donc être mentionné l'IM 332 ou bien est-ce qu'il n'y a aucune disposition pour le moment à ce sujet? Alors pour les contrats, ils peuvent pas, plus personne peut être rémunéré en dessous de l'indice majoré 343. Donc l'IM 32, il est plus d'actualité et même la nouvelle grille, alors si je dis pas de bêtises, la nouvelle grille, c'est 300. La nouvelle grille des C1 maintenant, c'est 340. Donc l'indice majoré 332 n'existe plus. Mhm. Pour les contractuels, c'est l'autorité territoriale qui choisit qui choisit la revalorisation? Oui, c'est bien ça, oui. Voilà, ça marche. Et puis, il y avait encore une petite question encore, les auxiliaires de soins. Attendez, je lis. Est-ce la spécialité choisie lors du concours ou du poste occupé dans la collectivité au niveau des auxiliaires de soins, reclassés en aide-soignant? Normalement, si on a passé le concours avec la spécialité aide-soignante, on exerce les fonctions avec la spécialité aide-soignante. Je sais pas, il y aurait. Mmh. Je sais Oui, pas si on c'est suppose que autrement c'est quand dans même, d'autres collectivités, mais on suppose que c'est en adéquation quand même, les fonctions sont en adéquation avec l'option qui a été choisie au départ, mais ça faudrait peut-être revenir vers nous par téléphone, ouais, peut-être Ouais. on va qu'on creuser dialogue avec sinon, ouais. la personne concernée, je sais pas. Faut qu'on Voilà. étudie ça peut-être un peu plus précisément. Donc oui, on se doutait que pour ce sujet, il y aurait beaucoup de questions. N'hésitez surtout Mmh. pas à contacter le pôle des carrières instances paritaires à ces sujets-là. On reste présent. On va passer à présent à au dernier atelier, du coup par David Lambolès, donc qui va nous faire un point sur la mise à jour de la convention des missions temporaires. Alors je te laisse la parole. David, ton micro n'est pas allumé. Ah oui, je pense que ça va mieux là. C'est tout bon. Alors, donc, bonjour à tous, donc David Lambolèze. Je travaille donc à l'agence Compétences et Territoires au service mission temporaire et je viens ici vous parler en fait de la mise à jour de la convention relative aux missions temporaires. Alors, comme je vois qu'il y a des noms connus, des visages connus, mais je vois aussi des noms qui ne m'évoquent rien, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vais vous reparler un petit peu brièvement du service mission temporaire et comment on peut en fait vous aider. Alors, le service mission temporaire, aujourd'hui, en fait, il peut vous aider de deux manières différentes. La première, c'est ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire que votre collectivité a un besoin de recrutement, quel qu'il soit, puisque vous avez un agent qui est absent, qui est malade, qui est en arrêt pour congé maternité, qui est muté, qui a démissionné, etc., etc. Bref, vous souhaitez le remplacer. Vous pouvez nous solliciter pour qu'en fait on vous transmette des profils. Voilà, comme sur le principe en fait d'une agence d'intérim privée. Donc nous en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rechercher dans notre CV Tech, on va poster des annonces sur Emploi Territorial, sur notre Facebook, sur Indeed, on va contacter tous nos partenaires pour rendre l'offre en fait la plus visible possible. Alors ça va concerner
en général des métiers qui reviennent très souvent, c'est-à-dire dans la filière technique, où vous pouvez souvent avoir besoin d'agents d'entretien des locaux, d'agents techniques polyvalents. Dans les écoles, vous nous demandez régulièrement des ATSEM, des animateurs périscolaires, des agents polyvalents des écoles. Et dans la filière administrative, bien sûr, ce qui est le plus demandé aujourd'hui, c'est le métier de secrétaire de mairie, hein, puisque le secteur est quand même saturé malheureusement, donc c'est pas toujours évident quand une secrétaire est en arrêt maladie ou change de commune, par exemple. Du coup, nous, dès qu'on aura réceptionné des candidatures, on va faire un tri parmi toutes les candidatures reçues. On va recevoir l'entretien des candidats et ceux qui nous paraissent intéressants en regard de votre besoin, on va vous les envoyer, en fait, tout simplement. On va envoyer leur CV et vous pourrez les recevoir directement en mairie. Et l'idée, c'est que si un des candidats vous convient, c'est l'agence compétences et territoires qui s'occupe ensuite de la partie contractuelle, c'est-à-dire qu'on va rédiger le contrat de l'agent, on va le payer, on va lui envoyer ses documents de fin de contrat. Voilà. Ça, c'est la première prestation historique, on va dire, du service mission temporaire. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le portage. Alors, le portage, c'est en quelque sorte le sourcing amputé du sourcing. C'est-à-dire que vous avez déjà recruté quelqu'un, mais vous souhaitez que l'agence compétences et territoires s'occupe en fait de la partie contractuelle, c'est-à-dire qu'elle s'occupe d'établir le contrat, d'établir les déclarations URSSAF, d'établir les documents de fin de contrat, les bulletins de paie, etc., etc. Alors là, quel est l'intérêt pour vous, en fait, de solliciter le portage? En fait, l'intérêt, il est multiple. Déjà, évidemment, c'est le plus évident, c'est le gain de temps. On le sait, et vous le savez, recruter recruter un agent, faire un contrat, ça prend du temps, c'est chronophage, il y a beaucoup de démarches aujourd'hui. Pour vous, vous avez des déclarations de vacances d'emploi, des délibérations à prendre pour des contrats conclus au titre d'accroissement temporaire d'activité. Vous devez faire des déclarations auprès de l'URSSAF, vérifier le casier judiciaire. Bref, c'est long, on le sait. Et donc, c'est aussi en partie la raison pour laquelle on est là, c'est pour vous faciliter en fait votre travail et vous permettre de vous concentrer sur d'autres tâches. Du coup, nous, dans le portage, on s'occupe d'absolument tout, c'est-à-dire que notre plus-value sur cette prestation, c'est que si vous nous appelez à 9 h du matin un lundi pour nous dire qu'il y a un agent qui commence à 10 h ce même lundi, on s'occupera du contrat et on fera le contrat dans la journée, dans la mesure où on aura les documents administratifs de l'agent. Mais ça, on voit directement avec lui. Voilà, donc on peut être très réactif et c'est notre force en fait, vraiment, c'est de pouvoir suppléer à tous les cas de force majeure qui peuvent se poser finalement dans votre collectivité. Du coup, premier avantage manifeste, le gain de temps. Le deuxième avantage aussi, c'est que nous, on peut proposer des contrats plus longs que vous. C'est un peu contre-intuitif. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, en tant que collectivité territoriale, par exemple, si vous recrutez quelqu'un sur un motif d'accroissement temporaire d'activité, vous allez être limité à 12 mois. C'est-à-dire qu'au-delà de 12 mois, eh bien, malheureusement, vous ne pourrez plus renouveler l'agent sur ce motif-là. Vous devrez recruter l'agent sur un emploi permanent. Donc, si le poste n'est pas créé, il faudra le créer, ce qui est encore une démarche supplémentaire. Nous, avec les missions temporaires, en fait, on est beaucoup plus flexible. On ne se base pas sur les mêmes articles que vous, en fait, ce qui veut dire que nous, on pourra renouveler, par exemple, un contrat conclu au titre d'un accroissement temporaire d'activité. On pourra le renouveler une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas que l'agent reste en accroissement temporaire d'activité 10 ans, évidemment, mais ça peut être intéressant pour vous, notamment dans certains cas où, par exemple, vous savez pas si un agent, par exemple, va revenir. Je pense à quelqu'un qui est parti en disponibilité. Vous savez pas si votre agent va ou non revenir. Pareil pour un agent qui est parti en détachement. Vous savez pas si, in fine, l'agent reviendra dans votre collectivité ou pas. Le CDD pour accroissement temporaire d'activité permet de renouveler l'agent finalement jusqu'à ce que vous soyez fixé sur le retour ou non de votre agent. Et là, en fonction, si ça se passe bien, vous pouvez l'intégrer. Voilà. Donc, la mission temporaire permet aussi à la collectivité finalement d'évaluer l'agent en fait et de voir le CDD finalement comme une période d'essai un peu extensive. Donc ça, c'est aussi un avantage pour vous. Et enfin, dernier avantage, c'est que nous, on est présent en fait. C'est-à-dire qu'au moindre souci, on intervient. Déjà, on vérifie les périodes d'essai des agents. Donc, s'il y a le moindre souci, on intervient sur site pour voir si on peut résorber la situation. Si c'est le cas,
tant mieux. Si c'est pas le cas, malheureusement, on pourra rompre la période d'essai. De même, si malheureusement on devait procéder à un licenciement, heureusement c'est très rare, mais si jamais ça devait arriver, c'est nous qui nous occuperions de toutes les démarches, étant donné que nous sommes l'employeur et surtout que nous vous mettons donc à disposition un agent. Voilà. Alors, du coup, les missions temporaires, c'est pas financé par la cotisation obligatoire. Ça veut dire qu'il y a donc une tarification. Mais je tiens à vous rassurer quand même, nous, l'agence compétences et territoires, elle appartient au centre de gestion des Vosges. On n'est pas une entreprise privée, loin de là. Et c'est ce qui nous différencie en fait assez franchement des entreprises d'intérim privé qui, elles, ont un seul et unique objectif, c'est faire du bénéfice. Et c'est normal, c'est l'objectif de toute entreprise. Dégager du chiffre d'affaires, dégager du bénéfice. Nous, c'est pas du tout notre cas. Notre premier objectif, évidemment, c'est de vous apporter de l'aide en fait. Et la tarification qu'on a mis en œuvre, elle a pour seul objectif finalement qu'on arrive malgré tout à l'équilibre financier du service, mais il n'y a pas de notion d'objectif à la clé, ce qui explique que nos tarifs en fait sont quand même très très différents de ceux qu'on peut trouver dans une agence d'intérim privée. En plus du fait qu'on connaît les métiers de la fonction publique territoriale, ce qui ne sera pas forcément le cas du privé, des agences privées. Pour vous dresser brièvement le tableau de la tarification, on a décidé en fait historiquement depuis la création de l'agence et du service que les missions temporaires soient facturées en fonction de la taille de la collectivité, du nombre d'habitants de la collectivité et de la catégorie de l'agent mis à disposition. Voilà, donc plus la collectivité sera petite et plus l'agent sera sur une catégorie C, par exemple, voilà, moins ça coûtera cher à la collectivité. Mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'apporter un coût qui soit proportionnel et mesuré, surtout par rapport aux finances évidemment des collectivités territoriales. Alors, ça c'était pour la petite présentation du service pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on avait une convention relative aux missions temporaires que beaucoup de collectivités ont signée. Et là, on vient de procéder à la mise à jour de cette convention. Alors, je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Il y a simplement deux changements. Voilà. Le premier, c'est en fait, on a proposé une nouvelle prestation. Pourquoi? Puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait un trou dans la raquette, en fait. C'est-à-dire qu'on avait parfois des collectivités qui voulaient qu'on leur transmette des profils, mais qui voulaient malgré tout rester l'employeur de l'agent éventuellement recruté. Et ça, malheureusement, l'ancienne convention ne permettait pas de répondre à ce besoin. Donc, on a mis en place une nouvelle prestation de transmission de CV, c'est-à-dire que comme pour le sourcing, on va rechercher des candidats. À la différence du sourcing, on va simplement, voilà, vous les transférer et on ne sera pas employeur de l'agent. Ce qui veut dire qu'on pourra vous transférer des candidats qui pourront être des agents titulaires, mais vous pourrez aussi, pourquoi pas, conclure des contrats aidés éventuellement. C'est un petit peu différent donc du sourcing que j'évoquais plus haut, où là, c'était effectivement nous qui vous envoyions le candidat, mais c'était nous derrière qui étions l'employeur de l'agent et c'est nous qui vous le mettions à disposition, comme de l'intérim privé, encore une fois. Voilà. Et deuxième modification, qui est assez substantielle pour le coup, c'est la fourniture des équipements de protection individuelle. Alors, je suis désolé, mais je vais devoir vous donner une définition. Qu'est-ce qu'un équipement de protection individuelle ou EPI? Dans le jargon, c'est un dispositif ou moyen porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. Concrètement, c'est tout ce qui va protéger un agent. Ça va être ses chaussures de sécurité, ses tenues extérieures, son casque, ses gants, etc., etc. Dans l'ancienne convention, tous les EPI étaient à la charge de la collectivité d'accueil qui accueillait donc l'agent en mission temporaire. Dans la nouvelle convention, on a procédé à une distinction en fait entre les EPI qu'on appelle classiques et des EPI spécifiques. Les EPI classiques, c'est les chaussures de sécurité ou antidérapantes et c'est des tenues extérieures pour les agents polyvalents qui vont travailler à l'extérieur. Et les EPI spécifiques, c'est tout simplement tous les autres. C'est-à-dire que ça peut être un harnais particulier pour un agent qui va utiliser une tronçonneuse ou une débroussailleuse, ça peut être un casque. C'est vraiment tous les autres EPI qui peuvent exister pour des tâches précises et ponctuelles par définition. Donc, l'idée de cette nouvelle convention, c'est que les EPI classiques, donc les chaussures de sécurité et les chaussures antidérapantes et les tenues extérieures, seront mis à disposition directement par le centre de gestion aux agents mis à disposition. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un agent qui va être en mission temporaire, on va lui donner un bon de commande, il va aller dans un magasin Point Vert à proximité de son domicile et il va récupérer ses équipements. Et nous,
derrière, on va refacturer 50% du coût global de ces EPI classiques à la charge de la collectivité d'accueil. Alors, comment va se faire cette refacturation? Alors, en fait, c'est assez simple. Pour que ça soit le plus simple, ce qu'on a décidé, c'est de créer un forfait de 3 € mensuels en plus des frais de gestion mensuels pour des chaussures intérieures et un forfait de 11 € pour des chaussures extérieures. Mais ça veut dire que si vous avez un agent qui est recruté pour 3 mois, eh bien, vous payerez, par exemple, que 9 € pour le coût d'acquisition de ces chaussures de sécurité, alors que dans les faits, on est plutôt à 70 €. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Et même si l'agent est recruté sur une année complète et qu'il était renouvelé, malgré tout, les équipements les équipements, les EPI s'usent et notamment les chaussures. Les chaussures, on le constate, des fois, ça a une durée de vie même inférieure à 1 an. Donc, dans tous les cas, lorsqu'une chaussure est usagée, il faudra la remplacer. Donc, encore une fois, ce sera pris en charge pour le coup par le centre de gestion et par cette refacturation d'un montant de 3 € et donc de 11 € pour ce qu'on appelle donc les EPI extérieurs, c'est-à-dire les chaussures de sécurité et les tenues extérieures. Nous allons vous envoyer une newsletter demain dans laquelle cette nouvelle convention vous sera détaillée. Lundi prochain, lundi après-midi, vous recevrez un formulaire dans lequel vous pourrez télécharger la nouvelle convention et un modèle de délibération et vous pourrez un petit peu sur le modèle des conventions pour le signalement, vous pourrez dès que ce sera signé et que la délibération sera prise, vous pourrez directement aller sur le formulaire pour remettre votre convention, ce qui marche plutôt bien, ce qui est plutôt efficace. Voilà. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à nous contacter à l'agence, on est ouvert tous les jours. Dernière petite précision tout de même, c'est que les collectivités ont jusqu'au 31 mars pour signer la nouvelle convention. C'est-à-dire qu'à partir du 1er avril 2022, on ne pourra plus prendre en charge des contrats au titre de la précédente convention qui donc ne produira plus d'effet. Voilà. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Et voilà. Merci beaucoup, David. Alors du coup, pour l'instant, il y a eu une question auquel Anaïs Ayo a déjà répondu. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Voilà. Okay. Par contre, pendant ton atelier, il y a eu beaucoup d'autres questions. Alors peut-être si le service carrière, Séverine, Brigitte ou Venenzio voudrait répondre à voix haute avant la fin de la réunion à certaines, je vous laisse la parole. Hein. Non, pas apparemment. Je peux juste dire que pour Ah oui. les adjoints d'animation, il y a pu avoir des doublons dans la génération des arrêtés sur Agir. On est en train de supprimer les doublons, donc ça sera réalisé rapidement. Juste pour le grade d'adjoint d'animation. Sinon, les autres, normalement, tout est bon. Ok, ça marche. Effectivement, moi au niveau de la communication, ce que j'avais peut-être à vous faire passer comme message, c'est qu'effectivement, ces 2 dernières semaines, on a sorti beaucoup d'articles. Voilà, on a sorti beaucoup d'articles sur le site internet, que ce soit au niveau des carrières, du temps, de la réforme du temps partiel thérapeutique, de la nouvelle convention des missions temporaires. Tout est sur le site internet, n'hésitez surtout pas à aller voir. Voilà, il y en a eu beaucoup. Donc, on essaye de vous faire à chaque fois un résumé de notre newsletter de fin de semaine. Allez-y, c'est vraiment complet. On essaye de ne pas faire des articles qui soient trop lourds, etc. Voilà. Donc, ces 2 dernières semaines, effectivement, il y a eu beaucoup d'informations. S'il y a n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas, même en dehors des réunions d'information. Voilà, on Petite est info à faire, disponible. Cyrielle, si c'est possible. Oui, Je peux? Ah, chouette. avec plaisir. Bonjour tout le monde. C'est juste une petite précision concernant les entretiens pro. Vous allez avoir des infos soit dans la prochaine, soit dans la suivante des newsletters. En revanche, être bien attentif si vous êtes en cours des entretiens à bien sélectionner la bonne année de référence. C'est-à-dire qu'on fait l'entretien en N+1 de l'année N-1. Donc là, vous allez procéder aux entretiens de 2021.
Il peut arriver, et c'est assez fréquent, c'est pour ça que je vous fais ce petit rappel, que dans les années précédentes, c'est bien l'année en cours qui a été sélectionnée. Si tel est le cas, ce qui serait bien pour être efficace, c'est que le gestionnaire RH de la collectivité concernée nous fasse la liste des agents qui sont identifiés comme tels pour que nous puissions libérer les entretiens, délivrer les entretiens et surtout que vous puissiez ensuite resélectionner la bonne année de référence pour repartir dans les bons coups. Vous allez avoir encore une fois de l'info sur les entretiens, des petits conseils de gestion de l'appli. Mais voilà, c'est quelque chose de très récurrent, donc je tenais à vous faire ce rappel. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, on a une petite question pour Catherine Détry, si tu es toujours présente au niveau de la prime de 100 €. Juste pour être certaine que Oui, Catherine... je suis là, mais oui, pardon. Parce que je ne t'avais plus dans mon Oui, champ de vision. C'était juste pour être certaine que tu étais là. Alors, oui. en fait, au niveau de la prime de 100 €, un agent démissionnaire au 1er décembre 2021 a-t-il droit à cette prime? Oui, s'il était dans la collectivité du 1er au 31 octobre 2021. Voilà, en fait, c'est vraiment la période de référence pour savoir si l'employeur doit verser l'indemnité inflation. C'est les agents employés du 1er au 31 octobre 2021. Qu'ils soient là, même s'ils ont démissionné entre-temps ou les contrats ont pris fin, là, c'est l'employeur de la collectivité dans laquelle ils étaient du 1er au 31 octobre 2021 qui doivent leur verser l'indemnité inflation, évidemment, s'ils sont éligibles. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Catherine. Donc j'ai procédé juste pour info il y avait des demandes, un mail, on a été un petit peu en retard, mais j'ai essayé, il m'en reste plus qu'une à répondre. C'est notamment pour les agents titulaires. C'est Madame Jean-Jean qui pose cette question-là. Donc je vais lui répondre a priori. Donc c'est bien la base de la rémunération. Ce n'est pas les 98,25% de la base CSG qu'il faut prendre, mais c'est bien le montant de la rémunération à 100% si vous voulez. Mais je vais lui faire une réponse écrite. Ok, ça marche. Donc, juste besoin d'un petit complément d'information de Madame Pavot. Elle demande au niveau de cet agent démissionnaire comment elle doit procéder avec l'URSSAF. Par rapport à l'indemnité inflation? C'est ça, par rapport à son agent démissionnaire au 1er décembre 2021, comment elle procède avec l'URSSAF? Voilà, c'est la question qu'elle nous pose. Alors, est-ce que la question est là? Elle est dans Ouais, les... oui, elle est Alors, là. attendez. Il faut que je vois parce que je comprends pas parce que par rapport à l'indemnité inflation, il n'y a rien à faire, hein. Simplement, comme si l'agent n'était pas dans les effectifs du 1er au 31 octobre 2021, il y a rien à faire au niveau de l'URSSAF. Mais bon, je vais quand même peut-être lire la question, excusez-moi, parce que le président qui est passé là tout à l'heure et quand Monsieur Balland arrive, on laisse tout tomber et on répond à ses demandes. Écoutez, je propose de lire correctement la demande et de répondre par mail. Hein, je ne la vois pas la demande, mais bon, je vais faire ce qu'il faut. Oui, la demande vient de Florence Pavot, on lui répondra peut-être par mail. Pour l'URSSAF, oui, d'accord. Parce que voilà, si elle peut m'envoyer envoyer un mail à RH, s'il vous plaît, avec parce que je comprends pas comment dois-je faire pour l'URSSAF par rapport à l'indemnité inflation. Donc si vous pouvez m'apporter des précisions pour que je puisse vous répondre. Ok, ça marche. Voilà. Merci. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit mail. Alors, on a encore d'autres questions. On a encore un tout petit peu de temps jusqu'à 15h30. Alors, pour qui? Dans le cas d'agent en complément d'emploi retraite en CDI dans la collectivité, doit-on lui verser la prime inflation ou est-ce sa caisse de retraite qui lui versera? Alors, attendez, il faut que je vois les excusez-moi les questions. Ouais, C'est Madame Jacquin Sandrine. Oui, il y a beaucoup de questions qui arrivent d'un coup, c'est pour ça, Oui, Catherine. alors dans le cas d'un agent en complément emploi-retraite en CDI dans la collectivité. Donc si c'est un agent qui cumule un emploi et qui est retraité, c'est la collectivité qui doit lui verser l'indemnité inflation dans le cas où bien sûr l'agent était en contrat du 1er au 31 octobre 2021.
Ok, mais t'as bien fait d'être là, Catherine, puisque les questions fusent, hein. Donc, Oui. il y en a encore par la suite. D'accord. Qui paye l'indemnité d'un agent employé par Compétences et Territoires et Oui. embauché dans la collectivité au 1er novembre? Eh bien, c'est le centre de gestion. Mhm. C'est le centre de gestion, puisqu'il était dans les effectifs du centre de gestion du 1er au 31 octobre 2021. Donc la collectivité, au 1er novembre, n'a rien à faire. En revanche, le montant sera refacturé à la collectivité comme chaque fois qu'on a des dépenses ou des rentrées afférents à un agent en mission temporaire, c'est automatiquement refacturé à la collectivité. Ou alors là, je mettrais peut-être un petit bémol puisque c'est remboursé à 100% par l'État, hein. Donc là, il faut quand même On se coordonne entre services pour voir. Oh, oui, parce que si vous voulez, bah justement, l'aide exceptionnelle, elle est prise en charge par l'État, hein, attention. Donc c'est-à-dire que là, quand vous allez verser l'indemnité sur les payes du mois de janvier, donc normalement, si vos prestataires de logiciels de paye ont pu faire les choses dans les temps, vous avez une ligne spécifique et il y a Alexia Vilmino qui doit être parmi nous qui me contredira ou affirmera ce que je dis. Donc il y aura bien une ligne spécifique dans les lignes de paye. Donc, et là, en effet, sur les déclarations URSSAF, si c'est ce que demandait Madame Pavot, on va bien déclarer dans nos cotisations URSSAF de ce mois de janvier-là cette indemnité inflation par une ligne spécifique et l'État rembourse les employeurs à 100%. Mhm. C'était encore un petit peu de temps, Catherine, pour répondre Oui, aux oui, questions. oui, bah, je suis là jusqu'à 18h. Jusqu'au bout de la nuit. Les contrats courts bénéficient-ils de cette indemnité? Oui, alors en fait, voilà, la première question, c'est est-ce que l'agent était en contrat, encore une fois, du 1er au 31 octobre 2021? S'il était sur une partie de cette période-là, l'indemnité est proratisée en fonction du contrat. En revanche, si l'agent on ne rapporte pas au nombre d'heures, hein, temps partiel ou temps non complet, ça, on verse indemnité en totalité. En revanche, la durée du contrat, oui, là, elle aura un impact. Mhm. On a encore une Et question alors, de... attention, Oui. excusez-moi, par rapport au contrat court, parce que si vous voulez, l'indemnité est versée automatiquement, sauf dans des contrats très courts. Donc, quand un agent est employé par une même collectivité sur un contrat inférieur à 20 heures mensuelles, dans ce cas-là, c'est l'agent qui doit demander à ce que la collectivité lui verse l'indemnité. Et si le contrat ne fait pas référence à une durée, à un horaire, dans ce cas-là, c'est 3 jours calendaires. En dessous de 3 jours calendaires, ça n'est pas automatique. C'est l'agent qui doit demander le versement par l'employeur. Mhm. Ok, très bien. On a une question de Sophie Pitance. Faut-il bien une demande des agents partis en disponibilité à partir de novembre 2021 pour pouvoir verser la prime de 100 €? Je ne vous ai pas répondu parce que j'ai déjà eu cette question-là. Donc, hop. Alors, attendez, hein, que je ne vous dise pas de bêtises, mais il me semble que oui, pour les agents en disponibilité. C'est eux qui doivent revenir vers vous. Ça fait partie des cas exceptionnels. Je vérifie quand même pour être sûre. Si ça me prend trop de temps, je répondrai par écrit à Madame Pitance. Alors, ça n'est pas mis en barre. Est-ce que c'est Cousset? Alors, agent de disponibilité, donc c'est à l'agent de demander en effet le versement. C'est à l'agent de demander à l'employeur le versement de l'indemnité parce que pendant sa disponibilité, eh ben, peut-être qu'il est, je sais pas, qu'il travaille ailleurs, donc il a peut-être un autre employeur, donc c'est lui qui doit se rapprocher de la collectivité. Mhm. On a des questions qui reviennent un petit peu. Voilà, effectivement, pour un agent ayant travaillé de janvier à juillet et a Oui. travaillé chez un autre employeur, pardon, le reste de l'année 2021, qui paye la prime inflation? C'est l'employeur chez qui l'agent était employé du 1er au 31 octobre 2021. C'est la première condition. S'il n'était pas dans vos effectifs à ce moment-là, qu'il était avant ou après, vous n'avez pas à vous charger du versement de l'indemnité.
L'agent Mais je sera crois payé. qu'il était en cours, en fait. De janvier à juillet, en fait, il était chez eux. Et à partir de juillet, il était chez un autre. Donc, en fait, finalement, il Oui, y a 2 employeurs que ça toucherait, en fait, c'est ça? bah, s'il était employé par plusieurs employeurs du 1er au 31 octobre 2021, Mmh. donc en effet, là, se pose la question de quel est l'employeur qui va verser l'indemnité. Bon, bah, ça dépend si l'agent est encore sous contrat dans toutes les collectivités, sur plusieurs employeurs, ou seulement chez un employeur. Et dans ce cas-là, posez-moi la question par écrit et je vous répondrai vraiment pour votre cas particulier, parce que voilà, il y a plusieurs cas de figure. Enfin, vous posez la question à RH, hein, pardon, excusez-moi. Oui, rh@cdg88.fr. Oui. Voilà, donc il y a encore pas mal de questions. Par contre, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez surtout pas à poser donc la question, je rappelle, à rh@cdg88.fr pour tout ce qui concerne la prime inflation. Voilà. Je pense qu'on va clôturer cette réunion. Si vous avez toujours des questions, vous savez bien, sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à contacter les agents du centre de gestion ou à nous appeler au standard. On vous guidera donc vers la bonne personne pour répondre à votre question. Merci à tous d'avoir participé donc si nombreux à cette réunion. Vous avez été plus de 115 à un moment, donc je crois que c'est un petit record, voilà, pour cette réunion. On se donne rendez-vous pour la prochaine qui aura lieu donc en février. Je ne sais pas si j'ai la date exacte tout juste devant moi. Je dois vérifier pour vous dire juste le 22 février. Voilà, mardi 22 février de 14h30 à 15h30. Donc voilà, vous pouvez déjà noter. On vous enverra à temps, bien sûr, les liens pour vous inscrire. L'ordre du jour, pareil, arrivera par la suite. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis encore, bonne journée et bonne fin de semaine. Au revoir.